Patrick, elle vient ici chaque fois que tu sors. Madame Carmen m'a prononcé cette phrase un mercredi d'octobre, à 16h17. Elle se tenait sur le seuil de sa porte, les bras croisés, ses yeux exprimant bien plus que ce que ses lèvres venaient de murmurer. Je n'ai pas eu besoin de lui demander de répéter. J'ai ravalé mes émotions pour ne pas m'effondrer. Je l'ai simplement regardée, les remercier d'une voix calme, puis j'ai regagné ma maison. Je m'appelle Patrick Dubois, j'ai 61 ans et j'ai passé 35 de ces années en tant que directeur d'école. 35 ans à apprendre que les situations les plus délicates ne se règlent pas en tapant du poing sur la table, mais avec des preuves, de la patience et en sachant précisément quand agir. Ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais passé des semaines à rassembler tous ces éléments et qu'il ne restait plus que 19 jours avant que je les utilise pleinement. Dans 19 jours, lors de la réunion de famille la plus importante de l'année, une enveloppe beige que j'avais préparée avec le plus grand soin allait être déposée sur la table de la salle à manger. Mais cet après-midi-là, je n'ai pas dit un mot de trop. Je suis allé directement à la serrurerie du coin, j'ai changé la serrure, j'ai glissé la nouvelle clé dans ma poche et je suis rentré chez moi. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Le crépuscule teintait le ciel d'orange. La lumière filtrait par les fenêtres de la salle à manger. Ces mêmes fenêtres que j'avais choisies lorsque nous avions construit cette maison, il y a 30 ans. De la cuisine me parvenait l'odeur du café-filtre que j'avais préparé à 15 heures. Il était maintenant froid sur la cuisinière. C'était le même café que je préparais depuis que j'avais épousé Roxane, le même qu'elle buvait sans sucre, le même que je sirotais en attendant son retour chaque soir durant 38 ans de mariage. Tout sentait la normalité, tout semblait calme. L'horloge du salon affichait 17h02. Dehors, les oiseaux chantaient, comme si c'était un jour ordinaire, mais dans ma main, je serrais une clé neuve et froide. Et dans ma poitrine, il y avait quelque chose qui n'était plus de la peur ni de la rage, c'était de la clarté. Une clarté froide et nette comme l'air avant l'aube. Une clarté que je connaissais bien. C'était la même que je ressentais lorsque, après des semaines d'enquête, j'entrais dans le bureau d'un enseignant et fermais doucement la porte. Je m'appelle Patrick Dubois. Je suis né à Lyon. J'ai grandi parmi des femmes qui m'ont appris que la dignité ne se négocie pas, ni quand le monde s'écroule autour de vous, ni quand la trahison vient de là où on l'attend le moins. Ma mère avait l'habitude de me dire « Mon fils, tout supporter sans rien dire, ce n'est pas de la patience, c'est de la lâcheté déguisée. » J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle voulait me dire par là. Bien trop de temps. Je suis marié depuis 38 ans à Roxane Dubois, une femme travailleuse, ponctuelle, qui n'a jamais élevé la voix contre moi, qui a appris à danser avant notre mariage parce qu'elle savait que j'aimais la musique. Une femme que j'aime d'un amour tranquille et solide, celui qui s'installe après des décennies passées ensemble. Pas l'amour des films, mais l'autre amour, celui qui demeure quand tout le reste s'en va. Nous avons 2 filles. Sophie vit à Bordeaux avec son époux Ernest et mes 2 petits-enfants, Matteo et Valentina. Daniela vit à 21 minutes d'ici et travaille dans une clinique dentaire. Toutes 2 sont de bonnes personnes, toutes 2 m'appellent sans faute le dimanche. Et puis il y a Valérie. Valérie a 34 ans. Elle est la fille de Rose, la sœur cadette de Roxane. Elle a toujours été la nièce préférée de mon épouse, et je le comprenais. Rose est devenue veuve jeune, et élever seule une fille n'est pas chose aisée. C'est pourquoi je n'ai jamais rien remis en question. C'est pourquoi je l'ai toujours traitée avec affection. C'est pourquoi, il y a 2 ans, lorsque Roxane m'a demandé de lui donner un double des clés de la maison, j'ai dit oui sans y réfléchir à 2 fois. Elle vit seule, Patrick, au cas où il y aurait une urgence, au cas où nous partirions en voyage et qu'elle aurait besoin de quelque chose. C'est aussi simplement qu'elle me l'a expliqué, et c'est aussi simplement que j'ai commis mon erreur. Je ne l'ai pas vue comme une décision importante, mais comme un geste familial, le genre de choses que l'on fait par confiance, parce qu'on a passé des décennies à construire quelque chose avec quelqu'un.
et faire confiance devient aussi naturel que respirer. C'est ainsi que Valérie est entrée dans ma vie, clé en main, littéralement. Valérie n'était pas une mauvaise personne quand je l'ai rencontrée, du moins c'est ce que je croyais. C'était le genre de personne qui arrive aux réunions de famille avec les cheveux impeccablement coiffés, qui salue tout le monde avec un sourire, qui dit exactement ce qu'il faut dire au moment précis. Elle m'appelait oncle Patrick, bien que techniquement je ne sois pas son oncle. Elle apportait des viennoiseries aux fêtes de fin d'année, offrait des bonbons aux enfants lors des célébrations, n'arrivait jamais les mains vides. Mais il y a une chose que j'ai apprise en 35 ans à la tête d'une école. Ceux qui excellent à se montrer sous leurs meilleurs jours en public sont souvent les mêmes qui causent le plus de tort dans l'ombre. Le premier indice est apparu il y a 1 an et demi. J'ai commencé à remarquer de petits détails anormaux en rentrant chez moi. Un tiroir de cuisine que je laissais toujours fermé, légèrement entrouvert, le pot de ma crème de nuit un peu déplacé sur la coiffeuse, mon sac de travail, qui pendait toujours au même crochet près de la porte, tourné sous un angle différent. Ces détails étaient si infimes que je me disais que je me trompais, que ma mémoire n'était plus la même depuis ma retraite, que je devenais trop méticuleux. Ce que j'ignorais alors, c'est que Madame Carmen observait depuis des mois, depuis sa fenêtre, quelque chose que je n'avais jamais pu voir, car j'étais toujours de dos quand elle passait. Et lorsque, ce mercredi-là, elle me l'a enfin révélé, quelque chose s'est mis en place en moi avec un déclic sec et définitif, comme lorsque l'on ferme à clé un coffre-fort et que l'on sait qu'il est parfaitement scellé. Je me suis donc assis sur ce canapé, mon café froid à la main, la nouvelle clé serrée dans mon poing, mon cœur battant un rythme lent et délibéré. Et j'ai attendu. Je voulais voir exactement ce qui se passerait lorsque Valérie arriverait et tenterait d'entrer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que vous compreniez tout ce que j'avais choisi d'ignorer pendant 1 an et demi. Car l'histoire de Valérie n'a pas commencé le mercredi où j'ai changé la serrure. Elle a débuté bien plus tôt, et j'avais eu des signes, de nombreux signes. Pourquoi les ai-je ignorés ? C'est la question que je me pose encore lorsque le silence m'envahit. Permettez-moi de vous ramener 14 mois en arrière. Car l'histoire de Valérie n'a pas commencé avec Madame Carmen. Elle a débuté un lundi d'août, à 14h31, alors que je n'aurais pas dû être chez moi. J'avais rendez-vous avec ma médecin pour un contrôle de routine, mais il a été annulé à la dernière minute, car elle avait une urgence. J'ai donc fait demi-tour, parcouru les 3 pâtés de maison jusqu'à chez moi, sorti mes clés et, de l'extérieur, j'ai déjà remarqué quelque chose. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte. Je ne laisse jamais cette fenêtre ouverte quand je sors, jamais. C'est l'une de ces habitudes que l'on prend sans s'en rendre compte et qui, avec les années, deviennent aussi automatiques que respirer. Je suis entré et j'ai senti le café, pas celui du matin que j'avais éteint à 9h. Non, du café fraîchement préparé, chaud, avec cet arôme épais qui s'accroche au mur, s'imprègne dans les rideaux et met des heures à disparaître. De la cuisine parvenait le doux son d'une cuillère raclant le fond d'une tasse. Un petit bruit domestique, comme celui de quelqu'un qui connaît déjà bien les lieux. Je suis entré dans la salle à manger. Valérie était assise sur ma chaise. Celle du fond, celle qui donne sur la fenêtre, celle qui est ma place depuis 38 ans, sans que personne n'ait eu besoin de le dire, mais que tout le monde dans cette maison sait. Elle avait son téléphone sur la table, une jambe croisée sur l'autre, et elle m'a regardé avec un sourire qui ne trahissait pas la moindre gêne, comme si elle était dans son propre salon, comme si c'était moi qui arrivais dans un endroit qui ne m'appartenait pas. « Oh, oncle Patrick, quelle frayeur! Je ne savais pas que tu allais arriver si tôt. » Je lui ai demandé ce qu'elle faisait chez moi. C'est que j'ai appelé ma tante et elle n'a pas répondu. Comme j'avais la clé de secours, je suis entré pour l'attendre. J'espère que ça ne te dérange pas. Il n'y avait aucune urgence. Roxane était à son travail, sans aucun imprévu. Valérie était entrée chez moi avec sa clé, s'était préparé du café avec mon café,
s'était assise sur ma chaise et me regardait comme si c'était elle qui me recevait dans mon propre foyer. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait la tasse qui m'était insupportable, avec une trop grande désinvolture, une trop grande assurance. Je lui ai dit que Roxane arriverait dans 2 heures. Je lui ai offert plus de café. Je suis allé dans la chambre pour me changer. Ce n'est qu'après avoir refermé la porte derrière moi que je me suis appuyé contre elle, que j'ai fermé les yeux et que je me suis accordé 1 seconde. Juste une. J'ai senti le froid du bois dans mon dos. J'ai entendu mes propres poumons travailler, puis j'ai respiré, car 35 ans en tant que directeur m'avaient enseigné quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le moment où l'on perd son sang-froid est précisément celui où l'on perd le contrôle. Cette nuit-là, j'ai raconté à Roxane la situation, calmement, sans dramatisation. Je lui ai dit que je m'étais senti mal à l'aise de trouver Valérie seule à la maison, qu'il faudrait discuter avec elle de l'usage approprié de cette clé. Roxane m'a écouté, m'a regardé attentivement, et cette même nuit, elle l'a appelée. Pendant 2 semaines, tout a semblé se calmer. Valérie n'est pas revenue sans prévenir. Nous avons passé 2 dimanches en famille, sans le moindre moment gênant. Et lors du dîner d'anniversaire de Roxane, Valérie est arrivée avec un gâteau qu'elle avait elle-même préparé. Elle m'a serré dans ses bras en entrant et m'a dit que j'étais très élégant. Je me suis dit « c'est passé ». C'était un malentendu. Roxane avait géré la situation. Il était clair à quel point je me trompais, car ce que je ne comprenais pas encore, c'est que Valérie n'avait rien changé. Elle avait seulement appris à ne pas se faire voir. Et entre ces 2 choses, il y a une différence énorme. Une personne qui change, change. Une personne qui apprend à se cacher, attend son heure. Sais-tu quand j'ai vraiment compris ce qui se passait? Ce fut lors d'un dîner de famille. Un dimanche de septembre, à 14 heures, j'avais passé toute la matinée à cuisiner. Un pot-au-feu mijotant lentement, une tarte aux légumes du jardin, du pain de campagne acheté chez le boulanger du coin. L'odeur de cette cuisine m'a ramené directement à mon enfance, aux mains de ma mère sur la plaque de cuisson, au dimanche où le temps s'écoulait lentement et où la maison sentait tout ce que l'on possède de bon sans le savoir. J'ai tout disposé sur la table avec soin. Je me suis assis et, à ce moment précis, Valérie a jeté un œil au salon, a légèrement pincé les lèvres et a dit sans se tourner vers moi « Oncle Patrick, vous n'avez pas pensé à rénover les meubles. Ce salon a l'air un peu démodé. » Roxane a ri et a changé de sujet. Personne ne m'a regardé, personne n'a rien dit. Ce salon que j'avais choisi pièce par pièce pendant 30 ans. Cette bibliothèque que Roxane m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. Ce canapé où mes filles faisaient leurs devoirs, où j'attendais leur retour quand elles sortaient le soir, où j'ai prié quand Sophie était malade. Tout cela réduit à une opinion lancée en passant, entre la tarte et le pot-au-feu, comme si cela n'avait aucun poids. Personne ne m'a regardé et Valérie a continué à manger comme si elle n'avait rien dit. J'ai gardé le silence, j'ai servi davantage et j'ai souri. Mais j'y reviendrai. Ce qui importe maintenant, c'est ce que j'ai découvert 3 semaines après ce dîner. Un mardi après-midi, j'étais en train de ranger le tiroir de ma commode quand j'ai remarqué que mon bracelet en or n'était plus là. Ce n'était pas un bijou coûteux. C'était un fin bracelet en or que ma mère m'avait offert lorsque j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Celui qui était resté plus de 30 ans au même endroit, enroulé sur un petit carré de velours vert délavé que je n'avais jamais changé, car j'aimais le voir ainsi, usé par les années. Comme tout ce qui a une histoire, comme tout ce que l'on garde, non pour sa valeur, mais pour ce que cela représente. Il n'était plus là. Je l'ai cherché dans ma boîte à bijoux, sur la table de nuit, dans les poches de ma robe de chambre, dans les tiroirs de la salle de bain. Rien. Et c'est alors que j'ai commencé à faire ce que je n'aurais jamais dû faire. J'ai commencé à douter de moi-même, à me demander si ma mémoire n'était plus la même, si je l'avais laissée dans un endroit étrange, si j'étais trop exagéré, si un homme de 61 ans avait le droit de se méfier, ou si c'était déjà le début de quelque chose de plus sombre en moi.
Ce que je ne savais pas encore, c'est que, selon ce que Madame Carmen me confirmerait des mois plus tard, le vendredi précédent, Valérie était entrée dans la maison pendant que j'étais au supermarché. Je n'ai rien dit à Roxane à propos du bracelet. Je l'ai gardé pour moi. J'ai attendu qu'il réapparaisse. Il n'est jamais réapparu. Ce fut une autre erreur. Pas la première, pas la dernière, mais celle que j'aurais le plus de mal à accepter par la suite, car ce fut la première fois que je me trahissais complètement. 2 mois après l'affaire du bracelet, j'ai commencé à remarquer que l'enveloppe d'argent pour les dépenses de la maison ne correspondait plus. Je gardais 600 € tous les 15 jours pour les imprévus mineurs. L'enveloppe était toujours dans le même tiroir de la cuisine, sous la nappe en tissu vert que j'utilisais pour couvrir la planche à découper. C'était un système simple, discret, de ceux qui fonctionnent sans que personne ne les remarque, car précisément, personne ne devrait avoir besoin de les remarquer. Un jour, j'ai compté ce qui restait, et il manquait 400 €. Je me suis dit que je les avais dépensés et oubliés. J'ai remis l'argent. 2 semaines plus tard, il manquait 300 € de plus. Alors j'ai pris un petit carnet ligné, comme ceux qu'on utilise à l'école, et j'ai commencé à noter. Date. Somme gardée, somme trouvée. Différence. Sans en parler à personne, sans tirer de conclusion pour l'instant, juste en notant, avec la même froideur qu'avec laquelle, pendant des décennies, j'avais documenté les absences, les plaintes, les incidents au sein d'une institution. C'était la seule chose que je savais faire quand le monde autour de moi commençait à perdre sa forme. Nommer les choses, les écrire, leur donner une date. Ce petit carnet fut la première chose que j'ai glissée dans l'enveloppe beige. J'ai donné 38 ans à cette maison. J'ai donné mes matinées à choisir chaque meuble, chaque tableau, chaque détail de chaque pièce. J'ai donné mes après-midi à cuisiner pour une table que je m'assurais toujours de voir pleine. J'ai donné mon salaire de directeur quand des réparations imprévues étaient nécessaires. J'ai donné mon silence au moment où j'aurais dû parler. J'ai donné ma confiance à des personnes qui ne la méritaient pas. Et durant aucune de ces années, il ne m'était venu à l'esprit de penser que quelqu'un entrerait en silence dans ces murs pour emporter des morceaux de ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Des morceaux petits, invisibles, du genre que l'on ne remarque pas avant qu'ils ne soient partis. Et alors, on regarde le vide qu'ils ont laissé et on ne sait pas depuis quand il était là. Mais il y avait quelque chose qui continuait à me priver de sommeil, quelque chose qui ne collait pas et que je n'osais pas encore nommer. Madame Carmen n'était pas la seule à avoir vu ce que je ne voyais pas. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus proche de moi qu'une simple voisine. Qui d'autre savait que Valérie entrait chez moi chaque fois que je sortais? Et pourquoi personne ne m'avait rien dit? Je me posais ces questions en remplissant le petit carnet de chiffres et de dates. Et la réponse que j'ai découverte avec le temps fut bien plus douloureuse que je n'aurais voulu. Mais avant de vous raconter cela, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé exactement 9 jours avant ce mercredi où j'ai changé la serrure. Car c'est durant ces 9 jours que j'ai cessé d'être l'homme qui doute de sa propre mémoire pour devenir le directeur d'école qui, depuis 35 ans, documente chaque détail. Il y eut un moment, un après-midi, une seule chose que je vis de mes propres yeux, qui changea tout, qui donna un nom à ce que je n'osais pas appeler par son vrai nom depuis des mois. Et il restait encore 19 jours avant que cette enveloppe beige n'arrive sur la table de la salle à manger. Ce moment que je vous avais promis, celui qui s'est produit 9 jours avant le mercredi où j'ai changé la serrure, arriva un lundi d'octobre à 15h17. Je rentrais du centre-ville. J'étais allé renouveler une formalité d'assurance, ce qui m'avait pris plus de temps que prévu, et j'ai emprunté mon chemin habituel pour rentrer chez moi. Le soleil d'octobre frappait différemment cet après-midi-là, plus oblique, plus orangé, d'une couleur qui donnait aux rues l'aspect d'une vieille carte postale. Lorsque j'ai tourné au coin de ma rue, je l'ai vue immédiatement. La voiture de Valérie était garée devant ma porte, une Nissan grise que je savais déjà reconnaître de loin. Je n'ai pas eu à hésiter une seule seconde.
J'ai continué à rouler sans m'arrêter, sans ralentir, sans me faire voir. J'ai tourné au coin suivant, me suis garé sur le trottoir, le moteur tournant un instant, puis je l'ai coupé et j'ai attendu, les mains sur le volant. Le regard fixé sur aucun point en particulier, le silence de la voiture m'enveloppait. 35 minutes. À 15h52, la porte de ma maison s'est ouverte. Valérie est sortie. Elle portait son sac habituel et quelque chose de plus, un sac en plastique sombre, de ceux que j'utilise pour ranger des affaires dans la chambre. Elle l'a accroché à son bras avec la plus grande des naturalités. Elle a sorti la clé, a fermé ma porte à clé de l'extérieur, comme si elle fermait la sienne, et a marché tranquillement vers sa voiture, sans hâte, sans regarder sur les côtés, sans le moindre geste de quelqu'un qui sait qu'il fait quelque chose d'interdit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris la photo. Je l'ai prise avec soin, avec la même froideur que celle avec laquelle j'avais documenté pendant des décennies tout ce qui nécessitait d'être enregistré. La plaque d'immatriculation de la voiture, elle marchant, ma porte en arrière-plan, nette. Avec la date et l'heure automatiquement marquées, j'ai rangé le téléphone. Je suis resté un instant, les mains sur le volant. Elles ne tremblaient plus. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était plus ma mémoire qui me faisait défaut. C'était exactement ce que j'avais soupçonné depuis le début, ce que j'avais refusé de nommer pour ne pas avoir raison. Quand je suis rentré chez moi 10 minutes plus tard, je suis allé directement au tiroir de la cuisine. J'ai compté l'argent de l'enveloppe. Il manquait 200 €. Je l'ai noté dans le petit carnet d'une écriture ferme, sans hâte. Ensuite, je suis allé à la commode. J'ai photographié l'intérieur du tiroir tel qu'il était et j'ai enregistré l'image. Il était 16h08, ce lundi 5 octobre. Cette heure est restée gravée en moi d'une manière qu'aucune horloge n'aurait pu effacer. Cette nuit-là, pendant que Roxane dînait et me racontait quelque chose sur son travail, j'étais présent, mais ailleurs. J'acquiesçais, je répondais, je servais plus d'eau. Je la voyais bouger la bouche et j'entendais les sons arriver. Mais intérieurement, j'étais en train de tout organiser ce qu'il y avait dans ce petit carnet, dans ce téléphone, dans cette tête que, pendant des mois, j'avais moi-même tenté de convaincre qu'elle se trompait. J'étais en train de monter un dossier, comme je l'avais toujours fait, pièce par pièce, sans me presser. Savez-vous ce qui m'a le plus pesé cette nuit-là ? Ce n'était pas la rage, c'était de réaliser combien de temps j'avais perdu à douter de moi-même, alors qu'en réalité, j'avais toujours eu raison. Combien de matins je me suis réveillé en me convainquant que c'était moi qui me trompais. Combien de fois j'ai gardé le silence pour ne pas paraître exagéré. Cela, plus que toute autre chose, fut ce qui, cette nuit-là, me fut le plus difficile à avaler. Le jeudi 8 octobre, pendant que nous dînions, Roxane me dit quelque chose qui me fit respirer différemment pour la première fois depuis des semaines. « Dis Patrick, Rose m'a dit que Valérie s'était vue offrir un nouveau poste. Elle va être très occupée, des horaires plus longs, plus de responsabilités. » Je l'ai regardée. Oui, elle ne sera plus aussi libre. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un soulagement authentique, réel, chaleureux, de ce soulagement qui ne se planifie pas, qui arrive seul et vous fait baisser les épaules sans que vous vous en rendiez compte. Je me suis dit que peut-être tout cela allait se résoudre de soi-même, sans l'enveloppe, sans le petit carnet, sans rien, que la situation s'éteindrait d'elle-même comme une bougie à laquelle il ne reste plus de cire. Cette nuit-là, j'ai bien dormi toute la nuit d'une traite, les bras détendus et l'esprit apaisé, comme je ne l'avais pas fait depuis très longtemps. Mais j'y viendrai car ce que Roxane ignorait et ce que j'allais découvrir 2 jours plus tard, c'est que ce nouveau poste de Valérie n'était ni dans une autre ville, ni dans une autre entreprise. Il s'agissait d'un simple changement de département au sein du même bureau, à seulement 3 kilomètres de chez moi. Elle n'allait nulle part, elle changeait juste d'étage et d'horaire. Et moi, j'avais dormi cette nuit-là comme si le problème s'était envolé avec elle. Seulement, cette nuit-là, je l'ignorais encore et je m'étais permis le luxe d'y croire.
Le dimanche 11 octobre, nous sommes allés déjeuner chez Rose. Nous étions à table, Roxane, Rose, Valérie, sa cousine qui habite dans le coin, et moi. Nous avons mangé, discuté. Il y a eu des moments de rire, le genre d'après-midi qui, de l'extérieur, semble parfaitement ordinaire. J'étais calme, j'observais, je participais juste assez, écoutant plus que je ne parlais. Et à un moment de la conversation, sans trop le chercher, une opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Valérie, ma voisine, m'a dit qu'elle te voyait souvent dans les parages. Tu es très active, dis donc. J'ai prononcé ces mots d'un ton léger, désinvolte, comme on fait une remarque sans importance entre une gorgée d'eau et un morceau de pain. Valérie m'a regardé. Rien. Aucune couleur au visage, aucune gêne, pas un clignement de trop. Juste ses yeux calmes, complètement vides, comme deux fenêtres closes derrière lesquelles personne ne se penchait, et une voix tout aussi neutre. « Ah bon ? Je n'avais même pas remarqué, mon oncle. » Et elle est retournée à son téléphone. À cet instant, j'ai compris quelque chose que j'avais déjà commencé à soupçonner. Valérie ne se sentait pas mal de ce qu'elle faisait. Elle ne s'inquiétait pas que je sache ou que je me doute de quelque chose. Soit elle pensait que je n'agirais jamais, soit elle estimait que son comportement était parfaitement normal. Les deux possibilités m'ont glacé le sang, chacune pour sa propre raison. La première parce qu'elle me sous-estimait, la seconde parce que c'était encore pire. J'ai souri, me suis servi un peu plus d'eau et j'ai rangé cette image dans le recoin de mon esprit où je stocke les choses importantes. Parfois, nous faisons trop confiance à des personnes qui ne la méritent pas. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'elles nous ont fait, mais tout ce que nous avons choisi d'ignorer pour continuer à croire en elles. Tout ce que nous avons regardé en face et choisi de ne pas voir. J'ai mis à profit les jours suivants. Le lundi 12 octobre, à 10h15 du matin, j'ai ouvert mon coffret à bijoux et j'en ai tout sorti, pièce par pièce. J'ai photographié chaque objet calmement, à la lumière naturelle, avec la même méthode que pour un inventaire. J'ai comparé avec ce dont je me souvenais. En plus du bracelet de ma mère, il manquait 2 boucles d'oreilles en argent et un pendentif en or que Roxane m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Des petites choses, des objets qui ne pèsent rien dans la main, mais qui portent en eux des décennies d'histoire. J'ai tout consigné. J'ai enregistré les photos dans un dossier de mon téléphone que j'ai intitulé « Documents domestiques », un nom ennuyeux pour un dossier qui contenait tout. Puis vint le mardi 13 octobre, à 20h47. J'étais assis sur le lit, consultant mon téléphone avant de dormir. La lampe allumée de mon côté, Roxane, les yeux déjà lourds, de l'autre. Un moment tout à fait ordinaire jusqu'à ce que je reçoive un message vocal d'un numéro que je n'avais pas enregistré, sans texte, sans présentation, juste l'audio flottant sur l'écran comme quelque chose qui n'aurait pas dû être là. J'ai appuyé. Il durait 4 secondes. 4 secondes avec une voix que je connaissais parfaitement, une voix que j'avais entendue à ma table, dans ma cuisine, lors de mes réceptions, me disant « Mon oncle Patrick », avec ce sourire qui n'avait jamais rien eu de sincère. Et les mots que j'ai entendus m'ont laissé immobile, le téléphone à la main, sans bouger un muscle pendant 1 minute entière, sans cligner des yeux, sans respirer profondément, sans faire absolument rien. J'ai déjà tout pris ce qui m'intéressait là-dedans. Le monsieur ne se rend jamais compte de rien. Le message était arrivé au mauvais numéro. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas appelé, je n'ai rien dit à Roxane. J'ai écouté l'audio 3 fois de suite, lentement, à faible volume, m'assurant que chaque mot s'ancrait dans un endroit plus profond que la mémoire. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran de la conversation. J'ai sauvegardé le fichier audio et j'ai éteint la lumière. Roxane s'est endormie à mes côtés en 5 minutes, comme toujours, avec cette facilité à fermer les yeux que je lui avais toujours admirée et qui, cette nuit-là, m'a semblé venir d'une autre planète. Moi, je suis resté à fixer le plafond jusqu'à 2h11 du matin, écoutant la maison, écoutant le silence, laissant tout se mettre en place doucement, sans forcer,
Et le lendemain, à 16h17, Madame Carmen a ouvert sa porte, les bras croisés et cette voix basse de celle qui porte un secret depuis trop longtemps. Et tout ce que je savais déjà au fond de moi, tout ce que j'avais accumulé en silence pendant des mois, tout ce que j'avais noté, photographié et conservé, trouva enfin un témoin dans le monde extérieur. Il restait 19 jours. Il était 18h23 lorsque la sonnette retentit. Je me suis levé du canapé sans hâte, j'ai plié le torchon que je tenais, l'ai posé sur la coudoir et me suis dirigé lentement vers la porte. J'ai respiré une fois, non pas pour me calmer, mais pour me préparer, pour arriver entier à ce seuil. Et j'ai ouvert. Valérie se tenait là, sa clé à la main, avec une expression qui n'était pas de la confusion, mais plutôt une contrariété contenue. Elle portait un chemisier en tissu fin couleur crème, des boucles d'oreilles dorées que je ne lui avais jamais vues, et un sac à main qui n'était pas le sien. Tout en elle sentait une après-midi passée ailleurs avant d'arriver ici dans un autre milieu, parmi d'autres personnes. J'étais dans mes vêtements d'intérieur, le tablier que j'utilise depuis des années. Nous étions parfaitement distincts, chacun à notre place. Elle m'a regardé, a levé la clé d'à peine 1 centimètre, comme si ce geste suffisait à l'expliquer. « Ça n'ouvre pas. »« Je sais, » lui ai-je répondu. « J'ai changé la serrure aujourd'hui. » Elle est restée immobile une seconde, le genre de seconde que l'on peut mesurer. Puis elle a souri, un petit sourire prudent, habilement construit, qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai toujours su que ces sourires n'atteignaient pas ses yeux. J'ai mis trop de temps à en tenir compte. « Pourquoi, mon oncle ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé avec ce calme qu'on acquiert après des années à fermer des portes de bureau derrière des gens qui pensaient n'avoir été vus par personne. Ce calme qui n'est pas de la froideur, mais de la précision. Et je lui ai dit « par précaution ». Précaution de quoi ? De tout ce qui sera nécessaire. Il y eut un silence. Le genre de silence qui a un poids et une température, qui occupe l'espace entre deux personnes et que toutes deux ressentent, mais qu'aucune ne nomme. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue pavée. Les chiens du voisin d'en face aboyèrent 2 fois et se turent. Une colombe frôla le toit et Valérie continuait de me regarder avec ce sourire qui n'en était plus un. C'était autre chose qui n'avait pas non plus de nom facile. Mon oncle Patrick, je crois qu'il y a eu un malentendu. C'est possible, lui ai-je dit. Bonne nuit. Et j'ai refermé la porte. Je n'ai pas entendu ses pas s'éloigner immédiatement. Elle était restée là au moins 2 minutes. Je le sais parce que je suis allé à la fenêtre du salon, j'ai à peine écarté le rideau de 2 doigts et je l'ai vue, debout dans le jardin, le téléphone collé à l'oreille, composant un numéro, attendant une réponse, le dos droit et la tête haute, comme si se tenir devant ma maison était un droit que personne ne lui avait retiré. Je me suis demandé qui elle appelait. Je n'ai pas mis longtemps à l'imaginer. Roxane est arrivée à 19h41, plus tôt que d'habitude. Elle est entrée avec ce visage que je reconnais depuis des décennies. Les sourcils froncés, la mâchoire serrée, les pas un peu plus rapides que d'ordinaire, la façon dont elle a posé les clés sur la table sans chercher le crochet où elle les accroche toujours. Elle est allée directement à la cuisine où j'étais en train de préparer le dîner, remuant le riz avec la cuillère en bois que j'utilise depuis toujours. « Patrick, qu'est-ce qui s'est passé avec la serrure ?» Je lui ai expliqué avec le même calme avec lequel je lui avais tout expliqué pendant 38 ans, avec la même voix que j'utilise quand l'affaire est sérieuse, précisément parce qu'elle l'est. Je lui ai dit que j'avais décidé de la changer parce que j'avais appris que Valérie entrait dans la maison quand je n'étais pas là, que je le remarquais depuis des mois, que j'avais des raisons concrètes de m'inquiéter. Je ne lui ai pas encore donné tous les détails. Ce n'était pas le moment, juste assez pour qu'elle comprenne que ce n'était pas une impression, mais une conclusion. Elle m'a écouté et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui m'a glacé plus que tout ce que Valérie aurait pu me dire. « Patrick, Valérie est ma nièce, la fille de Rose.
qu'est-ce que tu insinues exactement ?» Je lui ai dit que je n'insinuais rien, que je le disais directement. « Ça n'a aucun sens. Valérie ne ferait jamais une chose pareille. Nous la connaissons depuis sa naissance. Il me manque un bracelet en or de ma mère, Roxane, et de l'argent du tiroir de la cuisine. Je l'ai noté avec les dates. Elle m'a regardé d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus difficile à supporter que la colère. C'était ce regard de quelqu'un qui a déjà décidé que vous êtes dans l'erreur avant même d'écouter un seul mot de plus. Un regard qui dit « Je sais où cela mène et je ne vous suivrai pas. Elles se sont sûrement perdues. Tu dis toujours que tu ne te souviens plus où tu mets les choses. » C'était la même phrase que je m'étais répétée pendant des mois, maintenant dans sa bouche, comme si elle aussi l'avait gardée tout ce temps. Comme si nous l'avions tous deux utilisée comme un bouclier pour ne pas regarder la même chose. Chacun de son côté, chacun avec ses propres raisons de ne pas vouloir voir. Cette nuit-là, nous n'avons plus discuté. Le silence à table était de ceux qui dévorent l'air de la pièce. Après le dîner, Roxane a appelé Valérie à voix basse depuis la chambre. J'ai lavé les assiettes, écoutant le murmure lointain de cette conversation, sans chercher à en comprendre les mots. Puis je suis allé me coucher à 21h48, sans verser une seule larme, sans rien ajouter. Pas là, pas devant elle. Il y a des endroits où les larmes n'ont pas leur place, et cette salle à manger, ce soir-là, en était un. Mais à 23h22, j'ai senti Roxane s'asseoir au bord du lit, avec ce poids familier, ce léger affaissement du matelas que, en 38 ans, j'avais appris à reconnaître sans ouvrir les yeux. Je suis resté immobile, respirant lentement, les bras le long du corps, et je l'ai entendu dire à voix très basse, presque en un murmure, « Patrick, pardonne-moi d'avoir été comme ça. La journée a été difficile. Nous en parlerons correctement demain. » Oui, je lui ai répondu « oui ». Je lui ai souhaité bonne nuit de ma voix calme habituelle. Et quand j'ai entendu sa respiration devenir régulière, ses épaules se relâcher et qu'elle s'endormait, j'ai continué à regarder le plafond dans l'obscurité. Je me suis dit « Demain, elle écoutera. Demain, elle comprendra. Peut-être y a-t-il une solution sans avoir besoin de l'enveloppe. Peut-être existe-t-il encore une version de cette histoire où je n'aurais pas à tout étaler devant toute la famille. » Je me suis accroché à cette possibilité un instant. Je l'ai tenue comme on tient quelque chose de fragile à deux mains, avec beaucoup de précautions. Je m'étais encore trompé. Le jeudi 15 octobre à 10h30 du matin, j'ai reçu un appel de Rose. Sa voix était aimable, trop aimable. La voix de quelqu'un qui répète ce qu'il va dire avant de composer le numéro, qui choisit chaque mot à l'avance et l'enveloppe de tendresse pour qu'il pénètre sans résistance. Je connais ce ton. Je l'ai moi-même utilisé maintes fois en parlant avec des parents dans des situations difficiles. Je sais exactement à quoi il sert. « Patrick, mon cher, Roxane m'a parlé de la serrure. Valérie est très peinée. Elle dit qu'elle ne sait pas de quel bracelet tu parles, qu'elle n'a jamais rien pris. Tu sais comment est ma fille, si travailleuse, si correcte. Je crois que le stress de la retraite nous fait parfois voir des choses qui n'existent pas, n'est-ce pas ? » Je l'ai écouté pendant 4 minutes et 17 secondes. Chaque mot enveloppé d'affection, chaque phrase pointant vers la même chose, avec la précision de quelqu'un qui vise depuis longtemps. Le problème n'était pas Valérie, le problème c'était moi, ma mémoire, mon stress, ma retraite. Tout ce qui entoure un homme de 61 ans qui commence à devenir gênant. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis, le téléphone à la main, regardant le jardin par la fenêtre, le glycinia que Roxane avait planté l'année de la naissance de Sophie, déjà grand, déjà débordant sur le mur d'enceinte, le même jardin que toujours, la même lumière que toujours. Et moi, complètement seul au sein de cette normalité qui restait là, intacte, comme si rien de ce que je vivais intérieurement n'avait assez de poids pour la faire bouger. Cet après-midi-là, à 16h52, j'ai reçu un message de Valérie, bien rédigé,
sans une seule faute d'orthographe, sans une virgule de trop. Mon cher Patrick, je regrette sincèrement si je vous ai causé un quelconque désagrément. Ce n'a jamais été mon intention. Je vous aime beaucoup et j'espère que nous pourrons résoudre cela. Je l'ai lu 3 fois. La première pour le comprendre, la deuxième pour reconnaître ce qu'il ne disait pas, la troisième pour confirmer ce que je savais déjà. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai photographié, je l'ai ajouté au dossier des documents du foyer, car ce n'étaient pas des excuses, c'était un alibi soigneusement construit, des excuses sans rien admettre, sans rien nommer, sans rien assumer, rédigées pour exister, pour que quelqu'un puisse les lire plus tard et dire « Regardez, elle s'est excusée ». Et puis est arrivé le vendredi 16 octobre, le moment qui m'a fait comprendre, sans laisser aucune place au doute, que dans cette affaire, j'étais complètement seul. Roxane est rentrée à la maison, une clé à la main. Elle l'a posée sur la table de la salle à manger devant moi, avec ce geste posé de quelqu'un qui pense être raisonnable. C'était une copie neuve, brillante, fraîchement taillée, avec cet éclat de métal qui n'avait encore rien touché. « Patrick, cette situation est déjà très tendue. Valérie s'est sentie très mal avec tout ça. Le juste serait de lui rendre la clé. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage. Je n'ai pas cligné des yeux plus que de raison. Je l'ai regardée dans les yeux avec ce calme qu'en 38 ans, elle n'avait jamais bien appris à lire. Ce calme qui, chez moi, n'a jamais signifié l'indifférence. Tout au contraire. Quand je suis calme de cette manière, c'est parce qu'intérieurement, j'ai déjà pris une décision et rien ne peut la faire changer. Je lui ai dit très lentement, mesurant chaque syllabe, « Fais ce que tu veux, Roxane. » Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai allumé la cuisinière avec le geste habituel et j'ai mis le café à chauffer. Je suis resté debout devant le feu doux, les mains posées sur le bord de la cuisinière, regardant la vapeur qui commençait à s'échapper en filets fins et constants. Le café sentait comme toujours, la cuisine avait l'air comme toujours, les mêmes carreaux, le même torchon accroché au four, la même horloge murale marquant le temps de son tic-tac monotone et fidèle. Et moi, intérieurement, j'étais froid comme le carrelage sous mes pieds nus. Une seule pensée m'occupait l'esprit durant ces 3 minutes devant le feu, tandis que le café commençait doucement à frémir. Il ne restait plus 19 jours, mais seulement 17. Et cette enveloppe beige, qui sommeillait dans le tiroir, avait déjà attendu bien assez longtemps. Elle n'y resterait pas un jour de plus que nécessaire. Roxane n'a jamais su ce qui se tramait dans ma tête cet après-midi-là, devant la cuisinière. Elle est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, a accepté la tasse que je lui ai servie et m'a remercié comme si c'était un après-midi ordinaire, comme si rien de ce qui venait de se passer dans la salle à manger n'avait la moindre importance. Et peut-être, pour elle, n'en avait-ce pas. C'était peut-être là précisément toute la différence entre nous deux. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que 2 jours plus tard, je découvrirais quelque chose qui ferait passer toute cette affaire de Valérie et de la clé pour un problème bien insignifiant en comparaison. Car l'histoire qui s'annonçait n'était pas seulement celle d'une nièce, d'une clé et d'un sac en plastique sombre. Elle concernait quelque chose qui se construisait en silence depuis bien plus longtemps, brique après brique, dans un endroit où je n'aurais jamais pensé chercher. Et j'avais été là, au beau milieu de tout cela, sans rien voir. Pendant des années, les yeux grands ouverts. Le samedi 17 octobre, je me suis réveillé à 5h43 du matin, sans que personne ne me tire du sommeil. Roxane dormait. La maison était plongée dans ce silence dense et immobile qui n'existe qu'aux premières heures du jour, avant même que les oiseaux ne commencent à chanter. Je me suis levé doucement. J'ai enfilé ma robe de chambre. Je suis allé à la cuisine et j'ai allumé la cuisinière, non pas pour faire du café, mais simplement pour occuper mes mains pendant que je mettais de l'ordre dans ce qui me tourmentait l'esprit depuis la veille au soir, depuis que je m'étais couché sans pouvoir fermer les yeux plus de 10 minutes d'affilée. Je me suis assis à table avec mon téléphone
et j'ai ouvert le dossier des documents familiaux. J'ai passé en revue les photos dans l'ordre, une par une, avec la même méthodologie que celle que j'avais autrefois appliquée à des dossiers scolaires. L'image de Valérie sortant de ma maison avec le sac sombre, les captures du message audio avec la date indiquée, les photographies de l'intérieur de ma commode, les notes manuscrites du carnet retranscrites en texte avec la date et l'heure. Tout était là, clair, ordonné, chaque pièce à sa place, en attente. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à consulter les messages de Roxane sur le téléphone qu'elle avait elle-même laissé sur la table de la cuisine la veille au soir, écran éteint et sans mot de passe, car en 38 ans, nous n'avions jamais eu de secret à ce sujet. Ou du moins, c'est ce que nous pensions tous les deux. C'est ce qu'on se dit quand on refuse de se poser la question essentielle. Je ne cherchais rien de sale, je cherchais Valérie. Le premier message que j'ai trouvé datait du 4 septembre. Roxane avait écrit à Valérie à 9h11 du matin. « Patrick est parti au marché. Il va prendre un bon moment si tu veux passer pour la plante. » Je n'ai pas compris à quelle plante elle faisait référence. Le message me fixait depuis l'écran comme une question sans réponse. J'ai continué. Le 19 septembre. Dit, Patrick est parti à son rendez-vous médical. Il rentre vers 14h. Le 3 octobre. Mon mari est allé à Lyon voir Sophie ce week-end. Il arrive dimanche soir. J'ai posé le téléphone sur la table. Je suis resté à fixer la flamme du gaz, petite, bleue, tranquille, bougeant à peine sous le souffle de l'air qui s'infiltrait par la fente de la fenêtre. Dehors, les oiseaux commençaient à s'agiter. La lumière d'octobre entrait, fine et froide, par la fenêtre de la cuisine. Cette même lumière que j'avais vue pénétrer par cette même fenêtre des milliers de matins, sans jamais imaginer que je m'assiérais un jour ici de cette manière, avec ce poids sur la poitrine. Roxane n'avait pas donné ces informations à Valérie avec de mauvaises intentions, j'en étais presque certain. Je la connaissais trop bien pour croire qu'elle l'avait fait en pleine conscience de ce que cela impliquait. Mais chaque fois que je sortais, elle le lui faisait savoir naturellement, comme on prévient une personne de confiance. Et Valérie avait utilisé chacune de ces fenêtres de temps pour entrer chez moi, se déplacer dans mes pièces, prendre ce qui lui convenait, et repartir avant mon retour. Ce n'était plus une simple suspicion, c'était un schéma documenté, daté, irréfutable, et il portait le nom et le prénom de 2 personnes, pas d'une seule. J'ai rangé le téléphone à son emplacement exact, dans le même angle où elle l'avait laissé, et je suis allé prendre une douche. L'eau chaude coulait sur mes épaules, tandis que je continuais de penser, d'ordonner mes idées, de décider. Quand Roxane s'est levée à 8h, j'avais déjà préparé le petit déjeuner, et je lisais dans le salon, une tasse de café à la main. Elle m'a demandé comment j'avais dormi. Je lui ai répondu que bien, et je l'ai dit avec ma voix habituelle, sans le moindre effort. Le dimanche 18 octobre, j'ai appelé Daniela. Je ne lui ai pas tout raconté immédiatement. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui demander un service sans qu'elle pose trop de questions. Daniela a ce caractère depuis l'enfance. Quand je lui dis de me faire confiance, elle me fait confiance. Non pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle me connaît. J'ai demandé à Daniela de chercher sur les réseaux sociaux si Valérie possédait un profil de vente d'articles d'occasion. N'importe quelle plateforme, peu importe. Je lui ai fourni quelques informations pour orienter sa recherche et les laisser faire son travail. Elle m'a rappelé 2 heures plus tard, sa voix avait changé. C'était ce ton que prennent les enfants lorsqu'ils découvrent quelque chose d'inattendu et ne savent pas encore comment le communiquer. « J'ai trouvé un profil », a-t-elle dit. C'était un compte avec le nom d'utilisateur que Daniela avait reconnu. Valérie l'avait déjà utilisé dans un autre contexte, sur un réseau où tout le monde se connaît un peu. Il y avait des publications d'articles d'occasion, des vêtements, des bibelots, des objets de la maison vendus comme s'ils lui appartenaient. Et parmi eux, 3 photographies qui m'ont coupé le souffle d'une manière inattendue, bien qu'au fond de moi, je m'y attendais. Un bracelet fin en or,
photographié sur un tissu sombre avec un bon éclairage, pour bien le mettre en valeur, publié le 28 septembre. Vendu. 2 boucles d'oreilles en argent en forme de goutte, publié le 12 octobre. Vendu. Un petit pendentif en or rond avec une lettre gravée, publié le 15 octobre, 3 jours avant que j'appelle Daniela, sans acheteur pour l'instant. Je ne pouvais pas en être absolument certain à partir d'une simple photo de téléphone, mais je connaissais chacune de ces pièces par cœur. Je les avais portées, je les avais rangées. Je connaissais leur poids dans ma paume, leur éclat particulier qui n'est jamais identique pour 2 bijoux, même s'ils se ressemblent. La petite éraflure que le pendentif avait depuis le jour où il m'était tombé dans la salle de bain il y a 10 ans, et où je l'avais ramassé du sol, me sentant coupable pendant des jours. Daniela a fait des captures d'écran de tout avant que cela ne disparaisse. Elle me les a envoyées une par une, sans trop commenter, comme si elle attendait que je dise quelque chose en premier. Quand je l'ai remerciée, il y a eu un bref silence de l'autre côté de la ligne. « Papa, tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai simplement répondu que oui et qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour l'instant. L'enveloppe beige, qui jusqu'à ce jour ne contenait que le petit carnet et les photos, avait soudainement bien plus à l'intérieur. Elle prenait forme, elle avait du poids, elle en contenait suffisamment. Le lundi 19 octobre à 10 heures du matin, je me suis présenté au commissariat de police. J'ai apporté le petit carnet, le téléphone avec les photos, les captures d'écran de l'audio et du message erroné. J'ai apporté les impressions des publications du profil de vente avec les dates et les descriptions des objets. Et j'ai aussi apporté un papier que j'avais écrit la veille au soir, d'une écriture claire, sur la même table où, 30 ans auparavant, j'avais signé des actes notariés et des procès-verbaux. Une liste ordonnée avec les dates, les montants, les objets disparus et le schéma des intrusions documentées avec le jour et l'heure. J'ai mis 3 heures, j'ai rempli des formulaires, j'ai répondu à des questions. Un fonctionnaire m'a traité avec ce mélange d'amabilité et de scepticisme que l'on apprend à gérer après des années passées dans des bureaux où la bureaucratie a le visage d'une personne fatiguée. Je lui ai tout expliqué avec la même voix que celle avec laquelle j'avais autrefois expliqué à un parent d'élève pourquoi son fils ne pouvait pas revenir à l'école. Claire, posée, chaque affirmation étayée, sans aucun dramatisme qui aurait pu laisser place au doute. En sortant, j'avais en main un numéro de dossier et la date du prochain rendez-vous. L'encre était encore fraîche. Je l'ai rangée avec soin dans l'enveloppe beige. Les jours qui ont suivi, je les ai vécus en 2 couches. En apparence, Patrick Dubois, époux de Roxane Dubois, qui salue les voisins avec le même sourire que d'habitude, qui cuisine à la même heure, qui répond aux messages de ses filles avec normalité, qui arrose les plantes du patio les mardis et les vendredis. En mon fort intérieur, le directeur d'école qui attendait depuis 35 ans le moment exact pour fermer une porte. Le jeudi 22 octobre, Roxane m'a proposé d'aller dîner chez Rose le samedi suivant. « Un petit dîner en famille », a-t-elle dit sans plus d'explication, comme quelqu'un qui propose quelque chose de raisonnable et s'attend à ce que l'autre l'accepte ainsi. Je l'ai regardé, j'ai calculé et j'ai dit oui, sans hésiter une seconde. Il restait 11 jours. Le samedi 24 octobre, je suis arrivé chez Rose à 19h30 avec un plat de riz que j'avais préparé cet après-midi-là. Le riz que je fais depuis que j'étais jeune marié, avec ce sofrito lent que ma mère m'a appris et que je n'ai jamais changé. Valérie était déjà assise à table. Elle m'a salué d'un baiser sur la joue, avec la même aisance que d'habitude. « Oncle Patrick, quel plaisir de vous voir !» J'ai senti son nouveau parfum, cher, différent de celui qu'elle portait il y a quelques mois. J'ai senti sa joue tiède contre la mienne, ses mains sur mes bras dans cette étreinte brève et automatique, et je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage, pas un seul. Je me suis assis, j'ai servi le riz, j'ai parlé de ce qu'il fallait dire avec la même fluidité que d'habitude. J'ai ri aux moments opportuns,
de ce rire naturel que l'on apprend à maîtriser après des décennies passées à être l'homme qui assure le bon déroulement de chaque repas de famille. Quand Valérie a raconté une blague, j'ai souri. Quand Rose a parlé de ses plantes, j'ai posé des questions avec un intérêt sincère, car j'ai toujours eu de l'affection pour les plantes de Rose, et cela, je ne l'ai pas feint ce soir-là. Lorsque Roxane a posé sa main sur la mienne, sur la table, je l'ai laissée là, chaude et immobile, dans la sienne. Au fond de moi, il y avait quelque chose que je n'avais jamais montré à personne autour de cette table. Quelque chose d'immobile, comme l'eau d'un lac profond à l'aube, quand le vent est absent et que la surface ne bouge pas. Le dîner s'est achevé à 22h15. J'ai pris congé de chacun avec affection. J'ai serré Rose longuement dans mes bras de mes deux mains. J'ai embrassé Valérie sur la joue. Je l'ai regardée dans les yeux un instant, juste un instant, le temps qu'il fallait. Que tout se passe bien pour toi, ma fille, lui ai-je dit. Elle n'a pas compris le sens de mes paroles. Elle a souri, m'a souhaité la même chose, et je me suis déjà retourné. J'ai conduit jusqu'à la maison sans prononcer un seul mot. Roxane a mis de la musique à la radio, quelque chose de calme, d'instrumental, une de ces mélodies, c'est qui ne demandent rien. J'ai observé la rue défiler par la fenêtre, les poteaux électriques, les arbres, les trottoirs déserts de ce samedi soir. Une fois arrivée, tandis qu'elle allait prendre sa douche, je me suis assis au bord du lit, seul, dans l'obscurité, les mains sur les genoux et le dos droit. Je me suis autorisé pour la première fois depuis des semaines à libérer tout ce que j'avais porté en moi. Sans un bruit, sans un mouvement, juste mes mains serrées sur mes genoux et mes yeux clos, et tout ce qui ne pouvait être dit à voix haute, cherchant une issue par le seul chemin qu'il ait trouvé. 2 minutes, pas plus. Puis j'ai allumé la lampe de chevet, j'ai sorti l'enveloppe beige du tiroir, la saisissant avec ses 2 doigts qui manient un objet familier, et je l'ai ouverte. J'ai compté chaque document, chaque photo, chaque enregistrement, chaque capture, chaque feuillet. Tout était en ordre, tout était daté. Il ne restait que 9 jours. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pris mon téléphone et j'ai confirmé une chose à laquelle je pensais depuis des semaines. La réunion de famille la plus importante de l'année était fixée au 1er novembre, la Toussaint, le jour où toute la famille de Roxane se rassemble immanquablement, bien avant que je n'en fasse partie, depuis que j'ai le souvenir d'appartenir à ce cercle. Rose, ses enfants, ses petits-enfants, Valérie, tous, une seule table, une seule nuit, une seule opportunité. Et ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que ce soir-là, sur cette table où chaque année nous posions la nappe brodée que Rose avait héritée de sa mère, j'allais aussi déposer l'enveloppe beige et tout son contenu, devant tout le monde. Mais avant que ce jour n'arrive, il y avait autre chose que je devais découvrir. Quelque chose qui ne figurait dans aucun carnet ni aucun dossier de mon téléphone. Quelque chose qui avait été là tout ce temps, respirant à mes côtés et que je n'avais pas encore fini de voir clairement. Une pièce finale qui rendait tout plus grand, plus sombre et en même temps plus limpide que jamais, qui donnait à tout ce que je possédais déjà un contexte que je n'avais pas voulu imaginer, car l'imaginer signifiait remettre en question toute ma vie. Et il restait 9 jours avant que cela n'arrive. La pièce finale est arrivée un dimanche à 11h22 du matin. Sophie m'a appelé alors que j'étais en train de plier du linge dans la chambre. Sa voix avait ce ton que j'avais appris à déchiffrer avant même que le premier mot ne soit prononcé. « Papa, Valérie a mis des photos en ligne hier soir. » C'était le dimanche 25 octobre, 8 jours avant le 1er novembre. Sophie m'a lu le texte qui accompagnait les images. Enfin, je reçois ce que je mérite. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. 4 photos, un verre de vin sur une table de restaurant avec une nappe blanche et des bougies, un nouveau sac accroché au dossier d'une chaise, une paire de boucles d'oreilles dorées et scintillantes posées dans la paume d'une main, et la dernière photo, Valérie souriant devant un miroir d'hôtel, avec le lit défait en arrière-plan et de lourds rideaux couleur bordeaux. Le restaurant,
d'après ce que Sophie avait identifié grâce aux commentaires, se trouvait dans un hôtel-boutique du centre-ville. J'ai fermé les yeux pendant 3 secondes, je les ai rouverts, puis j'ai continué à plier le linge. « Tu vas bien, papa ?»« Oui, mon amour, garde tout. La date, l'heure, les captures d'écran de chaque photo, tout. Tu sais ce qui était le pire dans ces images ? Ce n'étaient pas les boucles d'oreilles, ce n'était pas l'hôtel. C'était que dans les commentaires, une amie de Valérie avait écrit « Tu le mérites, mon ami, toi qui supportes tant de choses. » Et Valérie avait répondu par un seul emoji, un visage souriant aux yeux fermés. J'ai rangé le téléphone et je suis allé au placard du couloir. Au fond, derrière une boîte de couverture inutilisée en été, se trouvait une vieille boîte en métal, là depuis des années. À l'intérieur, dans un petit sac en plastique scellé, Roxane et moi gardions l'argent que nous appelions tous les deux la petite épargne. Ce n'était pas une somme énorme. C'était le fruit d'années de billets de 20 et de 50 € que nous mettions de côté chaque fois qu'il restait un peu d'argent pour une véritable urgence, quand on en aurait besoin sans avoir le temps d'aller à la banque. Nous ne l'avions jamais compté officiellement, mais je savais, avec cette précision imprécise de celui qui a vécu longtemps avec peu de marge d'erreur, qu'il devait y avoir entre 1 200 et 1 400 €. J'ai ouvert la boîte. J'ai compté 430 €. Je suis resté debout dans le couloir, les billets à la main, entendant le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine, un chien aboyer dehors, et le silence assourdissant d'une maison qui, soudain, semble étrangère. J'ai tout remis en place. J'ai refermé la boîte, la replaçant à son endroit exact. Je suis allé chercher mon petit carnet et j'ai noté « Petite épargne, manque estimé entre 700 et 900 €. Cela n'avait pas disparu petit à petit avec le temps. Cela avait été prélevé en 2 ou 3 fois lors des occasions où j'étais parti en voyage pour rendre visite à Sophie. Les seules fois où Roxane m'avait prévenu qu'elle serait absente tout le week-end. Le lundi 26 octobre à 9 h du matin, j'ai appelé Sophie. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose d'important lors de la réunion du 1er novembre et que j'avais besoin qu'elle soit présente, que c'était une affaire de famille et que je préférais ne pas l'expliquer par téléphone. Sophie me connaît, elle sait quand son père parle sérieusement. « D'accord, papa. Ton père va bien. Tu vas bien. Je vais très bien, mon amour. J'ai besoin que tu sois là. » Il y eut un court silence. « Je serai là, papa. » J'ai raccroché, et pour la première fois de la semaine, j'ai senti que je n'étais pas complètement seul. Mais j'y reviendrai, car ce même après-midi, à 18h37, Roxane est rentrée à la maison et avant d'enlever ses chaussures, elle m'a dit quelque chose qui m'a arrêté net. « Dis, Patrick, as-tu vu une enveloppe beige qui était sur ta table de chevet ? Je cherchais le reçu de l'assurance auto et je ne le trouve pas. » Je me suis lentement retourné depuis la cuisine. Je l'ai regardé avec ce visage que l'on prend lorsqu'on cherche l'information exacte derrière une question avant d'y répondre. Non, je n'ai vu aucune enveloppe par là. Ce n'était pas un mensonge. L'enveloppe beige était dans mon sac, avec moi. Depuis 4 jours, je ne la laissais dans aucun tiroir. Roxane a hoché la tête, a cherché ailleurs et n'en a plus parlé. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le sac accroché à la chaise près du lit, et avant de fermer les yeux, j'ai pensé 6 jours. Les jours du 27 au 30 octobre, je les ai vécus avec cette double vie qui m'était devenue habituelle. Je cuisinais, je nettoyais, je répondais aux messages. Je voyais Roxane le matin et le soir, et dans les moments de silence, j'organisais. J'ai imprimé tout ce que Daniela m'avait envoyé, les photos du profil de vente avec les dates, les captures d'écran des messages de Valérie, et notamment le message d'excuse du 15 octobre, la capture de l'audio erroné, les registres du commissariat, les photos de ma commode, les notes de mon petit carnet, recopiées proprement dans un cahier à double ligne, avec une écriture claire et la date en marge de chaque entrée.
J'ai tout classé par ordre chronologique à l'intérieur de l'enveloppe beige. Je l'ai refermé avec un trombone doré. Je l'ai tenu un instant dans mes mains. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je n'ai ressenti aucune colère. J'ai ressenti le poids exact de ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Le poids des mois de silence, le poids de m'être convaincu que ma mémoire me jouait des tours, le poids d'avoir souri lors de dîners où j'aurais dû parler. J'avais offert mon silence quand j'aurais dû parler. J'avais donné mon doute quand j'aurais dû me faire confiance. J'avais donné ma maison, mes clés, ma confiance. J'avais passé des matins à me dire que j'exagérais. J'avais passé des nuits à fixer le plafond sans comprendre ce que je voyais. Et plus jamais. Le vendredi 30 octobre, tandis que Roxane regardait les informations dans le salon, j'étais assis à la table de la salle à manger, l'enveloppe devant moi. Je l'ai ouverte une dernière fois. J'ai vérifié chaque feuille, chaque photo, chaque date. Tout concordait, tout était en ordre. Il n'y avait aucun doute ni aucune lacune que quiconque pourrait utiliser pour le discréditer. J'ai refermé l'enveloppe, l'ai glissée dans mon sac, et à ce moment-là, j'ai pris la décision qui était en suspens depuis des semaines, mais qui, jusqu'à cette nuit, n'était pas encore passée complètement de la pensée à la certitude. Le 1er novembre, à la table de la Toussaint, avec toute la famille réunie, cette enveloppe allait être révélée, non pas pour me venger, non pas pour détruire qui que ce soit, mais pour que la vérité qui avait vécu silencieusement entre ces murs puisse enfin respirer. Le samedi 31 octobre, Roxane m'a dit que Rose avait confirmé la réunion du lendemain, que toute la famille serait présente, que nous apporterions la tarte aux pommes habituelle. Bien sûr, lui ai-je répondu, c'est déjà prévu. Le dimanche 1er novembre à 23h48, la maison était silencieuse. Roxane dormait. J'étais assis à la table de la cuisine, une seule bougie allumée, car je ne voulais réveiller personne avec la lumière du plafond. Le dossier beige était devant moi. Mon café fumant, chaud cette fois, dégageait lentement sa vapeur. J'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle me disait, qu'il fallait tout supporter en silence, avec patience. J'ai pensé aux 35 années passées à diriger une école, à toutes les fois où j'étais entré dans un bureau avec des documents en main et en étais ressorti avec la vérité sur la table. J'ai pensé à ma fille, Sophie, qui arrivait demain par le 1er train depuis Bordeaux et qui m'avait envoyé un message cet après-midi-là, disant simplement « Seulement avec toi, papa ». Et j'ai pensé à Roxane, à nos 38 ans ensemble, à la femme qui avait appris à danser avant notre mariage, et qui, sans le savoir, avait ouvert la porte à tout cela, à ce qui viendrait après-demain, à ce que rien ne serait plus jamais pareil. J'ai éteint la bougie, j'ai rangé le dossier dans mon sac et je suis allé dormir. Demain serait le jour. Le 1er novembre, le jour se leva avec cette douce fraîcheur d'automne qui s'attarde. 6h58 du matin. Le ciel était encore d'un gris pâle, annonciateur du soleil, lorsque j'entendis la porte. Sophie arrivait avec sa valise de week-end et les yeux lourds de fatigue après un voyage depuis Bordeaux. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil sans rien dire. Seulement cette étreinte longue, serrée, d'une fille qui sent que quelque chose se passe, même si elle ne sait pas exactement quoi. Je l'ai fait asseoir à la table, je lui ai servi du café, je lui ai servi ce que j'avais préparé tôt le matin et, quand nous nous sommes retrouvés seuls, avec Roxane encore dans la chambre, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier beige. Je le lui ai posé devant elle. Sophie est comptable. Elle lit des chiffres et des documents depuis des années avec cette précision qui me rappelle tant le directeur que j'ai été. Elle l'a ouvert avec soin, a sorti les feuilles une par une, les a lues dans l'ordre. Elle n'a rien dit pendant 6 minutes entières, elle lisait simplement. Quand elle eut terminé, elle a tout rangé avec le même soin qu'elle l'avait sorti. Elle m'a regardé et a dit une seule chose. « Papa, tu as bien fait de tout garder. » Je n'ai pas eu besoin d'en entendre davantage. La matinée fut consacrée aux préparatifs. J'ai préparé la tarte aux pommes habituelle, celle que j'apporte à chaque réunion de la Toussaint depuis que je me suis marié avec Roxane.
L'odeur des pommes caramélisées et de la cannelle a embaumé toute la cuisine. Roxane est passée prendre son petit déjeuner, a salué Sophie avec une joie sincère et n'a à aucun moment remarqué quoi que ce soit de différent chez moi, ni dans la manière dont je l'ai regardée, ni dans le silence entre nous quand elle s'est levée pour chercher plus de café, ni dans le sac que je portais avec plus de soin que d'habitude. À 7 heures du soir, nous sommes partis pour la maison de Rose. Dès que nous avons tourné le coin, on apercevait les lumières. Les chrysanthèmes orangés et blancs débordaient du seuil posé en bouquet serré comme il est de tradition à la Toussaint. L'odeur dense et légèrement terreuse de ces fleurs que depuis mon enfance j'ai associées aux bougies, aux prières, aux photographies de personnes qui ne sont plus là. Nous sommes entrés, le salon était plein. Rose a accueilli Sophie avec une longue étreinte. Les cousins de Roxane étaient là avec leur famille. Il y avait des enfants qui couraient, une musique douce en fond sonore et, sur le buffet, au centre du salon, les bougies allumées éclairaient les photographies encadrées de ceux qui ne pouvaient plus être là. Valérie était dans la cuisine quand nous sommes arrivés. Elle est sortie nous saluer avec son aisance habituelle, cette facilité qu'elle a d'entrer dans une pièce et d'occuper tout l'espace sans effort apparent. Elle portait une blouse couleur lit de vin, de nouvelles boucles d'oreilles, les cheveux détachés. Elle sentait un parfum différent de d'habitude, cher, frais. Elle m'a fait un baiser sur la joue. « Oncle Patrick, quel plaisir de te voir. »« Merci, ma chère, » lui ai-je dit, et je lui ai souri avec tout le calme du monde. Sophie l'a salué avec une politesse neutre, juste, mesurée. Nous avons dîné pendant près de 2 heures. Pot-au-feu, tarte salée, fromage de saison et le pain de campagne que Rose achetait toujours chez le même boulanger. Les bougies vacillaient chaque fois que quelqu'un passait à proximité. Dehors, dans une cour du quartier, on entendait des enfants. À l'intérieur, les conversations montaient et descendaient comme toujours dans les grandes réunions. Un moment de rire, un moment de souvenir de quelqu'un qui n'est plus là. Un moment où tout le monde parlait en même temps de choses sans importance. J'ai mangé, j'ai conversé, j'ai demandé des nouvelles des enfants, j'ai servi à ceux qui en demandaient. J'ai été, durant ces 2 heures, le Patrick de toujours. Quand Rose a apporté le dessert à la table, j'ai regardé Sophie. Juste une seconde. Elle m'a rendu le regard avec une fermeté tranquille qui m'a rappelé que je n'étais pas seul. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti le dossier beige, je l'ai posé sur la table de la salle à manger, doucement, sans bruit, sans drame, comme on pose n'importe quoi sur une table. Et sans lever la voix, sans aucune urgence, j'ai dit « Avant que nous terminions la nuit, je veux partager quelque chose avec la famille. » Le premier silence fut de confusion. Rose a regardé le dossier. Roxane m'a regardé. L'un des cousins a cessé de parler à la moitié d'une phrase. Les enfants restaient dans leur monde, mais les adultes, un par un, se tournèrent vers moi. Valérie ne bougea pas, mais quelque chose changea sur son visage. Un changement minime, presque imperceptible, comme lorsqu'un nuage voile le soleil et que la température de la pièce baisse d'à peine 1 degré. J'ouvris l'enveloppe, en sortis les feuilles dans l'ordre et commençai par le petit carnet. Date, montant, écart. Je le lus à voix haute, calmement, date par date, somme par somme. « Patrick, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Roxane, encore confuse, ne sachant pas où tout cela allait mener. Je sortis les photos imprimées du profil de vente. Je les posai au centre de la table pour que chacun puisse les voir. « Ceci est un bracelet en or de ma mère, » dis-je en désignant la première image. « Publié le 28 septembre. Vendu. Voici 2 boucles d'oreilles en argent qui m'appartiennent, publiées le 12 octobre. Ce pendentif en or, je l'avais photographié dans mon coffret à bijoux le 12 août et il est apparu sur ce même profil le 15 octobre. » Valérie prit la parole. Sa voix fut la première chose à changer. Elle n'avait plus cette aisance d'antan, mais restait néanmoins ferme. « Oncle Patrick, je ne sais rien de tout ça.
Il y a des milliers de profils sur Internet. N'importe qui peut y mettre n'importe quoi. Tu as raison, lui dis-je. C'est pourquoi j'ai aussi gardé ceci. Je sortis la capture d'écran du message audio, la posai sur la table et pris mon téléphone. Je lançai l'audio pendant 4 secondes. La voix de Valérie, claire, inimitable, s'échappa du petit haut-parleur au milieu du silence de cette salle à manger. J'ai déjà pris tout ce qui m'intéressait là-dedans. Le monsieur ne s'aperçoit jamais de rien. Le silence qui suivit fut différent de tous les silences de cette nuit. Roxane avait la bouche entr'ouverte. Rose serrait les mains sur la table. Les cousins se regardaient entre eux, puis regardaient Valérie. Valérie se leva. « C'est un montage. Ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça ici, aujourd'hui, devant toute la famille. » Sa voix n'était plus ferme. Elle avait un tranchant qui n'apparaît que lorsque quelqu'un sent le sol se dérober sous ses pieds. « Comment oses-tu » ? « J'ose, lui dis-je avec exactement la même voix que celle que j'avais, sans le vouloir, répétée mentalement pendant des semaines. « Parce que tu entres chez moi depuis des mois, tu prends ce qui ne t'appartient pas, et moi, j'ai 35 ans d'expérience à documenter précisément ce genre de situation. » Valérie me regarda, et dans ses yeux, sous la rage, apparut quelque chose que je reconnus immédiatement. La peur. La peur de celle qui a été découverte. La peur de celle qui vient de comprendre que la personne en face d'elle n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Je sortis la dernière feuille de l'enveloppe, le récépissé officiel du commissariat avec la date, le numéro de dossier et la signature du fonctionnaire qui m'avait reçu. Je le posai sur la table et m'assis. Valérie resta debout. La chaise qu'elle avait poussée en se levant était restée légèrement de travers, et ce petit détail, cette chaise déplacée, était la seule chose dans cette salle à manger qui n'avait pas encore retrouvé sa place. « C'est une honte, dit-elle. » Sa voix avait déjà un autre registre. Ce n'était plus la Valérie du baiser sur la joue, ni celle du message si bien rédigé du 15 octobre. C'était quelqu'un à qui l'on venait de couper l'herbe sous le pied. Nous faire ça ici aujourd'hui, avec les enfants présents, les bougies allumées. Quelle sorte de personne fait une chose pareille ? Je ne répondis pas immédiatement. Je laissai ces mots parcourir la pièce, que tous les entendent, que chacun ressente le poids de ce qu'elle disait et de ce qu'elle ne disait pas. Puis je dis avec ma voix habituelle, « Une personne qui attend depuis des mois le bon moment pour dire la vérité. » Roxane avait les mains à plat sur la table. Je la regardais. Elle avait le visage de quelqu'un qui parcourt mentalement les derniers mois et commence à voir la carte complète pour la première fois. « Patrick, dit-elle lentement. L'audio date du 13 octobre, lui dis-je. Il est arrivé sur mon téléphone par erreur. Je peux te montrer la conversation complète. Roxane ferma les yeux une seconde et je sus à cet instant qu'elle se souvenait elle aussi de quelque chose. Les messages, les fois où elle avait prévenu Valérie que j'étais sorti, non pas avec de mauvaises intentions, mais avec de réelles conséquences. Rose n'avait rien dit depuis que l'audio avait retenti. Elle était assise face aux bougies, les photographies de famille derrière elle, regardant sa fille avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance douloureuse de celle qui commence à voir ce qu'elle ne voulait pas voir. « Valérie, dit Rose, juste cela, juste son nom. Et dans ce nom, il y avait tout ce qu'une mère peut y mettre quand elle ne sait pas encore jusqu'où sa fille est allée, mais qu'elle sait déjà qu'elle est allée trop loin. » Valérie se tourna vers sa mère avec une urgence dans les yeux. « Maman, ce n'est pas ce que ça paraît. Il exagère, il toujours... » La voix de Rose était basse, calme, plus difficile à entendre qu'un cri. Valérie ne termina pas sa phrase. L'un des cousins de Roxane se leva discrètement et emmena les enfants à l'arrière de la maison. Le reste de l'assemblée demeura. Personne ne bougea. Les bougies continuaient de vaciller en arrière-plan, éclairant les visages de ceux qui n'étaient plus tels des témoins silencieux de ce que nous devions encore régler. Ce fut Roxane qui prit la parole la première.
elle parla lentement de cette voix qui émerge quand on est brisé de l'intérieur et que l'on tente de paraître intact à l'extérieur. « Patrick, les messages que j'envoyais à Valérie pour lui dire quand tu sortais… » Elle s'interrompit, serrant la mâchoire. Je ne savais pas ce qu'elle faisait de ces informations. Je te le jure. Je pensais que c'était juste pour qu'elle ne te dérange pas si tu rentrais fatigué, pour lui dire si elle pouvait passer ou non. Je sais, Roxane, lui dis-je, et c'était la vérité. Je le savais. Je l'avais su depuis ce matin du 17 octobre, devant la flamme bleue de la cuisinière. Roxane n'était pas une complice, c'était quelque chose de plus compliqué. C'était une femme qui avait fait confiance à sa nièce sans mesurer ce que cette confiance coûtait à son époux. Valérie le vit. Elle vit que Roxane était de l'autre côté de la table et quelque chose en elle changea de direction. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, » dit-elle, sa voix devenue plus faible. Je traversais un moment très difficile. L'argent, le loyer, tout s'accumulait. J'ai pensé que ce ne serait qu'une seule fois, une seule fois. Sophie prit la parole pour la première fois ce soir-là, depuis sa place à mes côtés. Elle ne cria pas, ne se leva pas, juste ces quelques mots prononcés avec un calme qu'elle avait hérité de moi. Le petit carnet de mon père contient des relevés de 16 prélèvements différents dans l'argent du tiroir. Ce n'est pas une seule fois, Valérie. Valérie ferma les yeux et dans cette fermeture lente et lourde, je vis le moment exact où quelqu'un cesse de se battre et commence à porter le poids. Rose se leva de sa chaise, fit le tour de la table lentement, avec cette dignité lasse des mères qui ont trop porté. Elle se tint devant sa fille, lui prit le visage entre les deux mains, la regarda droit dans les yeux et lui dit d'une voix très basse mais parfaitement audible pour tous : « Tu vas réparer tout cela jusqu'au dernier centime. » Valérie ne répondit pas mais ne détourna pas le regard et alors se produisit quelque chose que je n'avais pas prévu. Valérie s'assit, posa les mains sur la table, respira une fois et dit, sans lever les yeux, d'une voix à la fois plate et brisée : « Tu as raison. Je suis entré, j'ai pris des choses, je l'ai fait plus d'une fois et je te demande pardon, oncle Patrick. » La salle à manger fut plongée dans un silence différent de tous les silences de cette nuit. C'était le silence de quelque chose qui trouvait enfin son nom. Avant de lui répondre, je m'arrêtai. Je me demandais à cet instant si j'avais agi correctement. Si sortir cette enveloppe ce soir-là, à cette table, ce jour-là, avait été la bonne décision ou simplement celle dont j'avais besoin pour ne plus porter ce fardeau seul. S'il y avait eu une autre manière de résoudre cela, si la douleur présente dans cette pièce, celle de Roxane, celle de Rose, même celle de Valérie, était proportionnelle à ce que j'avais souffert ou si j'avais dépassé les bornes. Je me le demande encore. Je répondis à Valérie en la regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas venu ici pour te détruire. Je suis venu ici pour que la vérité soit mise sur la table table où je me suis assis pendant 20 ans, la même où je t'ai toujours accueilli comme un membre de la famille. Je fis une pause. L'affaire au commissariat est toujours ouverte. Ce qui en découlera dépendra des prochains jours. J'ai besoin que la valeur de ce qui manque soit restituée. Le bracelet de ma mère, les boucles d'oreilles, le pendentif, l'argent du tiroir et celui de la petite cachette. Daniela a les montants. Si cela était réglé, je déciderai si je poursuis ou non la procédure. « Patrick, » intervint Roxane, « j'apporterai aussi ma contribution si nécessaire, quoi qu'il en coûte. » Je ne lui dis pas non. Je ne lui dis pas oui. J'acquiesçai simplement. Ce fut Rose qui parla ensuite. « Tout sera remboursé, Patrick. Tu as ma parole. » Et ces mots, prononcés par une femme dont je savais qu'elle tenait toujours ses promesses, refermèrent quelque chose qui était resté ouvert depuis trop longtemps. La réunion se termina sans la tarte aux pommes. Nous sortîmes à 21h52. L'air de novembre était froid et calme dans la rue. Sophie marchait à mes côtés et me prit le bras sans rien dire. Roxane portait le plat vide. Dehors, dans les rues, quelques familles rentraient encore des cimetières avec des fleurs et des bougies.
Nous montâmes en voiture. Roxane conduisit les 10 premières minutes en silence. Sophie était à l'arrière, regardant par la fenêtre. J'étais assis, le sac sur les genoux, l'enveloppe beige à l'intérieur, plus légère maintenant que tout ce qu'elle contenait était sorti. À mi-chemin, Roxane arrêta la voiture dans un coin tranquille. Elle ne coupa pas le moteur, se contenta de garder les mains sur le volant, le regard fixé devant elle, et dit « Patrick, cela fait 38 ans que je suis mariée avec toi, et ce soir, je me suis rendu compte que je ne t'avais jamais vu te battre pour quelque chose avec autant de soin. » Je ne répondis pas immédiatement. « Cela n'aurait jamais dû se produire chez nous, » ajouta-t-elle. « Et une partie de ce qui s'est passé est de ma faute, car j'ai ouvert la porte sans savoir ce que je faisais. Je suis désolé. » Je lui posai la main sur le bras. Je ne dis rien encore, juste ce geste, ma main sur son bras. Car il y a des moments où les mots arrivent trop tard et où seul un geste est à propos. Sophie, depuis le siège arrière, posa sa main sur la mienne, sans un mot. Et c'est ainsi que nous rentrâmes à la maison. Quand j'entrai, la première chose que je fis fut d'aller à la cuisine et d'allumer le réchaud. Je mis à chauffer le café que j'avais préparé avant de partir. L'arôme emplit le petit espace familier de cette cuisine, qui était la mienne depuis 30 ans. Je m'appuyais sur le bord du plan de travail et regardais la flamme basse. Je pensais à ce que Roxane avait dit dans la voiture. Je pensais à Rose prenant le visage de Valérie entre ses 2 mains. Je pensais à Sophie disant « Avec toi, papa ». Je repensais au bracelet de ma mère et au petit écrin de velours vert vide dans le tiroir de la commode. Je sortis l'enveloppe beige une dernière fois. Je la tins un instant, puis la pliai en 2, la portai jusqu'au tiroir des documents de la maison et la rangeai à l'intérieur avec les quittances et les papiers d'assurance. Je ne la jetai pas, je ne l'enfermai pas à clé, je la posai simplement là, aux côtés de tout ce qui constitue l'histoire de ce foyer, car la vérité n'a pas besoin de se cacher, elle a juste besoin de savoir quand se révéler. Je me servis le café, m'assis sur ma chaise, celle du fond, celle qui donne sur la fenêtre, et pour la première fois depuis de nombreux mois, je n'eus apporté rien d'autre que cette tasse chaude entre mes mains. 4 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit du 1er novembre. C'était la première semaine de mars et ce matin-là s'était levé avec un soleil différent de ceux qui arrivent en début d'année et qui ne brûlent pas encore, mais réchauffent déjà. J'étais assis dans le jardin avec mon café, le même café préparé à l'ancienne, comme toujours. Le glycinia que Roxane avait planté l'année de la naissance de Sophie fleurissait de nouveau, comme il le faisait chaque printemps sans qu'on le lui demande. Le parquet avait classé l'affaire en janvier, après que Rose eut tenu parole avec une ponctualité que je n'oublierai jamais. Le bracelet de ma mère n'avait pas été retrouvé car il avait déjà été vendu, mais l'équivalent monétaire, oui, et tout le reste aussi. Déposé en 3 versements, avec reçu et date. Daniela avait conservé les justificatifs. Je les rangeai dans le tiroir des documents, à côté de l'enveloppe beige, et ne les rouvris plus. Valérie avait déménagé dans une autre ville en décembre. Je ne savais pas exactement où et je n'avais pas cherché à le savoir. Je savais ce que Rose m'avait raconté et cela me suffisait. Quant à Roxane, je peux te dire que les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Il y eut de longues conversations silencieuses, du genre que l'on ne peut avoir qu'après des décennies passées avec quelqu'un, quand soudain, il faut revoir des choses qui n'avaient jamais été examinées. Il y eut des nuits où nous regardions tous deux le plafond sans dormir ni parler. Il y eut un après-midi où elle me dit, avec cette honnêteté qui surgit parfois quand il n'y a plus rien derrière quoi se cacher, qu'elle avait préféré ne pas voir, car voir impliquait d'agir, et agir impliquait un conflit qu'elle ne savait pas comment gérer. Je lui dis que je comprenais, et c'était la vérité. Le comprendre ne fut ni instantané ni facile, mais j'y parvins, car il y a quelque chose que j'avais appris ces derniers mois. Les gens qui nous déçoivent ne le font pas toujours par méchanceté, parfois ils le font par omission, par peur, par cet amour mal construit qui protège celui qui est en face, sans voir le mal qu'il cause à celui qui est à côté.
Cela ne le justifie pas, mais cela l'explique, et l'expliquer fut ce qui me permit d'avancer sans porter un poids qui ne m'appartenait pas. Mais il y a autre chose que je dois te raconter. Quelque chose que je ne sus que 3 semaines après cette nuit de novembre, lorsque Rose m'appela un mardi après-midi. Elle ne m'appela pas pour parler de Valérie, du moins pas directement. Elle m'appela parce qu'elle vérifiait des boîtes qu'elle avait rangées dans sa chambre et avait remarqué qu'il manquait des choses. Une montre de poche qui avait appartenu à son mari, une paire de boucles d'oreilles que sa mère lui avait laissées à sa mort, une petite boîte en bois contenant de l'argent qu'elle gardait pour ses frais médicaux. Rose pleura au téléphone pour la première fois depuis que je la connaissais. Et dans ses pleurs, il n'y avait pas seulement de la douleur, il y avait la honte particulière des mères qui découvrent que le mal causé par leur enfant n'était pas seulement tourné vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, vers leur propre foyer. Je ne l'interrompis pas. Je l'écoutai jusqu'à ce qu'elle ait fini. Et quand elle eut terminé, je lui dis la même chose que quelqu'un aurait dû me dire des mois auparavant, que ce n'était pas sa faute, qu'on ne peut pas surveiller ce qu'on ne sait pas qu'il faut surveiller, que l'important était ce que nous décidions de faire avec la vérité maintenant que nous l'avions devant nous. Et ce fut cela qui changea le poids de tout, car je compris que Valérie n'était pas entrée chez moi parce que j'étais faible, ni parce qu'elle me voyait comme quelqu'un qui ne se défendrait jamais. Elle était entrée parce que c'était un schéma, un mode opératoire qui s'ancrait dans la confiance et ne cessait que lorsque quelqu'un décidait d'y mettre un terme. Et moi, avec mon petit carnet, mes photos et mon enveloppe beige, j'ai été le premier à agir. Non pas que j'ai été le plus courageux, mais parce que j'ai été celui qui a mis le plus de temps à convaincre mes 35 années d'expérience qu'elles avaient vu juste. Je ne doute plus de ma propre mémoire quand quelque chose ne colle pas. Je ne confonds plus le silence avec la patience. Je ne qualifie plus d'exagération ce qui est en réalité mon intuition. Je n'attends plus que quelqu'un d'autre nomme ce que je sais déjà être en train de se passer. Je ne demande plus la permission de protéger ce qui m'appartient. Je n'ai pas appris cela cette nuit du 1er novembre devant les bougies. Je l'ai appris durant toutes les nuits précédentes, une par une, tandis que je fixais le plafond et me disais que je me trompais peut-être. Car parfois, la leçon la plus importante ne réside pas dans l'instant où l'on agit, mais dans tous les moments précédents où l'on a été sur le point d'agir et où l'on ne l'a pas fait. Et j'ai gardé chacun de ces moments en moi jusqu'à ce qu'ils débordent. Aujourd'hui, Roxane continue de planter des choses dans le jardin. Sophie appelle le dimanche. Daniela passe le mardi prendre le café. La maison sent toujours le café à 3 heures de l'après-midi. L'horloge du salon continue de marquer le temps et le tiroir de la cuisine contient de l'argent compté et daté. Non plus par méfiance, mais parce que j'ai appris que prendre soin de ce qui est à soi n'est pas de la méfiance, c'est du respect de soi. Ce matin, tandis que j'arrosais le glycinia, Madame Carmen est sortie dans son jardin et m'a salué depuis le trottoir, avec ce sourire tranquille de celle qui ne porte plus aucun secret. Je lui ai rendu son salut et, tandis que je la voyais rentrer chez elle, j'ai pensé à cet après-midi d'octobre, à sa voix basse, à ses bras croisés, aux mots qui avaient tout changé. « Patrick, elle vient ici chaque fois que tu sors. » Aujourd'hui, chaque fois que je sors, je le fais les mains libres et la tête haute, sans rien à cacher et sans rien à taire, car j'ai enfin compris ce que ma mère me disait quand j'étais enfant, et que je ne savais pas encore ce qu'il en coûterait de l'apprendre. Que la dignité ne se perd pas quand quelqu'un vous trahit, elle se perd quand on décide de se taire pour toujours, et moi, je ne me tais plus.